Antécédents et abominations. Joseph Corwen, comme le révélèrent les légendes incohérentes contenues dans les rumeurs qu'entendit Ward et dans les documents qu'il exhuma, était un individu tout à fait étonnant et énigmatique qui inspirait une horreur obscure. Il avait fui Salem pour Providence, havre universel des originaux, des gens libres et des dissidents, au début de la grande persécution des sorcières, craignant qu'on l'accuse à cause de sa solitude et de ses étranges expériences chimiques et alchimiques. Cet homme terne d'une trentaine d'années fut bientôt jugé digne de devenir citoyen d'honneur de la ville. Par la suite, il acheta un terrain juste au nord de chez Gregory Dexter, à peu près au pied d'Olney Street. Sa maison fut construite sur Stamper's Hill, à l'ouest de Town Street, à l'endroit qui plus tard deviendrait Olney Court. En 1761, il la fit détruire et la remplaça par une plus grande bâtisse qui existe encore aujourd'hui. La première chose qui frappa à propos de Joseph Corwen fut qu'il ne paraissait pas avoir beaucoup vieilli depuis son arrivée. Il devint armateur, acheta des appontements près de la baie de Mile End, aida à reconstruire le Grand Pont en 1713 et en 1723 fut l'un des fondateurs de l'église congrégationaliste sur la colline. Mais il conserva toujours cette apparence quelconque d'homme qui n'aurait guère plus de 30 ou 35 ans. Les décennies passant, cette particularité commença à attirer l'attention générale. Cependant, Corwen l'expliquait invariablement par une robuste ascendance et par le fait qu'il menait une vie simple et peu épuisante. Mais les gens ne comprenaient pas bien comment le mystérieux marchand pouvait affirmer mener une existence aussi simple, avec ses inexplicables allées et venues, et les lueurs suspectes à ses fenêtres à toute heure de la nuit. Ils ne tardèrent pas à imaginer d'autres causes à sa jeunesse prolongée et à sa longévité. Dans l'ensemble, on estimait que les incessantes manipulations chimiques de Corwen étaient pour beaucoup dans son état. Des rumeurs couraient sur les drôles de substances qu'il faisait venir de Londres ou des Indes sur ses bateaux, ou qu'il achetait à Newport, Boston et New York. Et quand le vieux docteur Jabez Bowen arriva de Rehoboth pour ouvrir sa boutique d'apothicaire, la Licorne et le Mortier, de l'autre côté du Grand Pont, on ne parla plus que des drogues, des acides et des métaux que le reclus taciturne lui achetait ou lui commandait sans arrêt. Partant du principe que Corwen possédait un merveilleux et secret talent médical, beaucoup de malades de toutes sortes vinrent lui demander son aide. Mais même s'il semblait encourager leurs convictions, bien que de façon évasive, en leur donnant toujours pour satisfaire leurs demandes des potions aux couleurs bizarres, on remarqua que les remèdes qu'il administrait aux autres étaient rarement efficaces. Enfin, quand plus de 50 ans furent passés depuis l'arrivée de l'étranger, sans que l'apparence de son visage et de son corps ait vieilli de plus de 5 ans, les rumeurs se firent plus sombres, et les gens commencèrent à répondre très favorablement au désir d'isolement que Corwen avait toujours manifesté. Les lettres privées et journaux intimes de l'époque révèlent aussi une multitude d'autres raisons qui amenèrent les habitants de Providence à s'étonner sur le compte de Joseph Corwen, mais aussi à le craindre, pour finalement l'éviter comme la peste. Sa passion pour les cimetières, dans lesquels on l'apercevait à toute heure et par tous les temps, était notoire, même si nul ne l'avait jamais vu commettre le moindre acte un tant soit peu macabre. Il possédait sur la route de Pawtuxet une ferme, qu'il habitait généralement en été, et où on le voyait souvent se rendre à cheval au moment du jour ou de la nuit les plus inattendus. Un couple renfrogné de vieux indiens Narragansett faisait office de domestique, de fermier et de gardien. Le mari muet et couvert de cicatrices étranges, et la femme à la mine particulièrement repoussante, sans doute en raison d'un mélange de sang noir. Dans l'appentis de la maison se trouvait le laboratoire où Corwen faisait la plupart de ses expériences chimiques.
Les porteurs et charretiers curieux qui livraient les flacons, les sacs ou les boîtes à la petite porte de derrière discutaient des étranges fioles, creusaient, alambics et fourneaux qu'ils avaient vus dans la pièce basse garnie d'étagères, et prédisaient à mi-voix que le chimiste muet comme une carpe, et par chimiste ils entendaient alchimiste, ne tarderait pas à découvrir la pierre philosophale. Les voisins les plus proches de la ferme, les Fenner, qui habitaient à 400 mètres, avaient des choses plus étranges encore à raconter sur certains bruits que, soutenaient-ils, l'on entendait la nuit chez Corwen. D'après eux, il y avait des cris et des hurlements prolongés. Et ils trouvaient suspect le nombre d'animaux qui paissaient dans les pâturages, car il n'en fallait pas tant pour subvenir aux besoins en viande, lait et laine d'un vieux solitaire et d'une poignée de serviteurs. La composition du bétail changeait d'une semaine sur l'autre, à mesure que le propriétaire achetait de nouveaux troupeaux aux fermiers de Kingstown. Enfin, il y avait aussi cette ignoble et imposante dépendance de pierre avec des meurtrières en guise de fenêtres. Les badauds du Grand Pont avaient aussi beaucoup à dire sur la maison citadine d'Olney Court. Pas tant sur la belle bâtisse neuve construite en 1761, alors que Corwen devait avoir près de 100 ans, mais plutôt à propos de l'ancienne, celle avec le toit bas à double pente, le grenier sans fenêtre et les bardeaux apparents sur les côtés, et dont il avait pris grand soin de brûler les parties en bois après sa démolition. Certes, cette maison-ci était moins mystérieuse, mais les heures auxquelles on voyait des lumières, le comportement subreptice de 2 étrangers basanés, seuls hommes à travailler là, les odieux marmonnements incompréhensibles de la gouvernante, une Française incroyablement âgée, les grandes quantités de nourriture entrant dans ce lieu où ne vivaient que 4 personnes, et le timbre de certaines voix étouffées que l'on entendait souvent discuter à des moments indus, tout cela combiné à ce que l'on disait de la ferme de Pawtuxet concourait à donner mauvaise réputation à la maison. Dans les cercles les plus élevés aussi, l'on parlait beaucoup de la maison Corwen, car à mesure que le nouveau venu avait intégré les vies religieuses et commerçantes de la ville, il avait naturellement lié connaissance avec des personnalités d'envergure dont son éducation l'avait préparé à apprécier la compagnie et la conversation. On le savait de bonne famille, car les Corwen ou Corwin de Salem étaient connus dans toute la Nouvelle-Angleterre. On apprit par la suite que Joseph Corwen avait beaucoup voyagé dans sa prime jeunesse. Il avait vécu en Angleterre et fait au moins 2 voyages en Orient. D'ailleurs, son langage, quand il daignait parler, était celui d'un anglais instruit et cultivé. Mais pour une raison ou une autre, Corwen n'avait que faire des relations sociales. Même s'il ne repoussait jamais franchement les visiteurs, il se montrait toujours si réservé qu'en sa présence, rares étaient ceux qui n'avaient pas l'impression de débiter des inepties. Il y avait dans son attitude comme un air mystérieux de sardonique arrogance. On eût dit qu'à force de fréquenter des entités plus étranges et puissantes, tous les êtres humains lui étaient devenus insipides. Quand le docteur Checkley, esprit célèbre s'il en est, vint de Boston en 1738 pour devenir recteur de la King's Church, il ne manqua pas de rendre visite à cet homme dont, bien vite, il avait tant entendu parler. Mais il repartit presque aussitôt à cause de quelques tendances sous-jacentes qu'il décelait dans les propos de son hôte. Alors qu'il parlait de Corwen un soir d'hiver, Charles Ward révéla à son père qu'il aurait beaucoup donné pour savoir ce que le vieil homme mystérieux avait pu dire aux religieux à l'esprit vif, mais que tous les chroniqueurs s'accordaient sur le fait que le docteur Checkley ne voulut jamais répéter ce qu'il avait entendu. L'excellent homme, atrocement bouleversé, ne put jamais évoquer Joseph Corwen sans perdre visiblement l'aimable gaieté qui faisait sa réputation. C'est par contre pour une raison plus précise qu'un autre homme de goût et à la bonne éducation évitait l'ermite hautain. En 1746, M. John Merritt, vieux gentleman anglais porté sur la littérature et la science, déménagea de Newport pour la ville qui allait bien vite détrôner cette dernière, et bâtit une belle maison de campagne sur le Neck,
où se trouve aujourd'hui le cœur du quartier résidentiel. Il menait grand train, étant le premier en ville à avoir voiture et domestique en livrée, et s'enorgueillissait de son télescope, de son microscope et de sa bibliothèque regorgeant d'ouvrages de choix en anglais et en latin. Entendant dire que Corwen possédait la meilleure bibliothèque de Providence, M. Merritt ne tarda pas à lui rendre visite, et fut reçu plus cordialement que la plupart des visiteurs. Son admiration pour les abondants rayonnages de son hôte, rayonnages qui, en plus des classiques grecs, latins et anglais, contenaient un remarquable assortiment d'ouvrages philosophiques, mathématiques et scientifiques, parmi lesquels les travaux de Paracelse, Agricola, Van Helmont, Sylvius, Glauber, Boyle, Boerhaave, Becher et Stahl, conduisit Corwen à lui proposer de visiter sa ferme, mais aussi son laboratoire, dans lequel il n'avait encore jamais invité personne. Les deux hommes partirent aussitôt avec la voiture de M. Merritt. M. Merritt affirma toute sa vie n'avoir rien vu de vraiment horrible à la ferme, mais soutenait que le titre des livres de la bibliothèque spéciale de thaumaturgie, d'alchimie et de théologie que Corwen conservait dans son salon avait suffi à lui inspirer une répulsion durable. Toutefois, peut-être l'expression faciale qu'affichait le propriétaire en lui montrant les ouvrages fut-elle pour beaucoup dans sa réaction. L'étrange collection, en plus d'une foule d'œuvres qui ne provoquèrent guère l'envie de M. Merritt, comprenait presque tous les kabbalistes, démonologues et magiciens connus de l'humanité, et constituait un véritable trésor d'informations dans les domaines douteux de l'alchimie et de l'astrologie. Hermès Trismégiste, dans l'édition de Ménard, la Turba Philosophicorum, le Liber Investigationis de Geber et la Clé de sagesse d'Artephius étaient tous là, coincés entre le Zohar kabbalistique, les tomes de l'Albertus Magnus de Peter Jamy, Ars Magna et Ultima de Raymond Lull dans l'édition de Zetzner, Thesaurus Chemicus de Roger Bacon, Clavis Alchimae de Flood, et De Lapide Philosophico de Tritemius. Les Juifs et Arabes du Moyen-Âge étaient abondamment représentés, et M. Merritt blêmit quand, ayant descendu un bel ouvrage ostensiblement étiqueté « Canon et Islam », il s'aperçut qu'il s'agissait en réalité du Necronomicon interdit de l'arabe dément Abdul al-Azred, livre sur lequel il avait entendu tant d'horribles rumeurs quelques années plus tôt, après la découverte de rites innommables dans un étrange petit port de pêche du nom de Kingsport, dans la province de la baie du Massachusetts. Mais assez étrangement, c'est un détail tout à fait insignifiant qui fut plus particulièrement responsable du trouble indéfinissable de cet homme de valeur. Sur l'énorme table d'acajou était posé un livre passablement usé de Borel, comportant, en marge et entre les lignes, quantité de notes sibyllines de la main de Corwen. L'ouvrage était ouvert vers le milieu, et les mystérieux caractères gothiques d'un paragraphe étaient soulignés de façon si épaisse et tremblée que le visiteur ne put s'empêcher de le parcourir. Il n'aurait su dire si c'était la nature du passage souligné ou l'insistance fébrile des traits, mais quelque chose dans la combinaison de ces deux éléments l'affecta aussi bizarrement que profondément. Il s'en souvint jusqu'à la fin de ses jours, le nota de mémoire dans son journal, et tenta un jour de le réciter au docteur Checkley, jusqu'au moment où il s'aperçut à quel point cela bouleversait l'affable recteur. En voici le texte. Les sels essentiels des animaux se peuvent préparer et conserver de telle façon qu'un homme ingénieux puisse posséder toute l'arche de Noé dans son cabinet et faire surgir à son gré un animal bien formé à partir de ses cendres. Et par telle méthode, des sels essentiels de l'humaine poussière, le philosophe peut, sans nulle nécromancie criminelle, susciter la forme d'un ancêtre défunt à partir de la poussière en quoi son corps a été incinéré. Cependant, c'est près des docks, le long du côté sud de Town Street, que se racontaient les pires horreurs sur Joseph Corwen. Les marins sont superstitieux,
et les vieux loups de mer qui travaillaient à bord des innombrables sloops de Rome, d'esclaves et de mélasses, des élégants navires corsaires et des grands bricks des Brown, des Crawford et des Tillinghast, faisaient tous en cachette d'étranges signes de protection lorsqu'ils voyaient la silhouette élancée et quelque peu voûtée, trompeusement jeune avec ses cheveux blonds, entrer dans l'entrepôt Curwen de Dublin Street, ou discuter avec des capitaines ou des subrécargues sur le long quai où se balançaient ces bateaux impatients. Corwen était haï et craint de ses propres commis et capitaines. En guise de marin, il embauchait exclusivement une racaille métissée venue de Martinique, de Saint-Eustache, de la Havane ou de Port-Royal. D'une certaine manière, c'est la fréquence avec laquelle ces hommes étaient remplacés qui inspirait l'aspect le plus net et tangible de la peur que les gens concevaient pour le vieillard. Systématiquement, quand un équipage en permission partait en ville, certains de ses membres étant chargés de telle ou telle commission, au moment du rassemblement, un ou plusieurs hommes manquaient à l'appel. Il n'échappait pas aux gens que lesdites commissions concernaient la ferme de Pawtuxet Road, et que l'on avait rarement vu des marins en revenir. Avec le temps, il devint donc extrêmement difficile pour Corwen de garder ses équipages bizarrement assortis. Invariablement, plusieurs hommes désertaient après avoir entendu les commérages des appontements de Providence, et le recrutement dans les Indes occidentales posait un problème de plus en plus insoluble aux marchands. En 1760, Joseph Corwen était pour ainsi dire devenu un paria soupçonné d'horreurs indéfinies et d'alliances démoniaques d'autant plus effrayantes qu'on ne pouvait ni mettre un nom dessus, ni les comprendre, ni même prouver leur existence. L'affaire des soldats disparus de 1758 fut peut-être la goutte d'eau qui fit déborder le vase. En effet, en mars et avril de cette année-là, 2 régiments royaux en route pour la Nouvelle-France furent cantonnés à Providence et virent leurs effectifs diminuer de façon inexplicable et dans une proportion dépassant nettement le taux de désertion habituel. D'après la rumeur, on voyait souvent Corwen bavarder avec les étrangers à redingote rouge. Et quand plusieurs d'entre eux vinrent à disparaître, on se rappela le sort étrange de ses propres matelots. Nul ne saurait dire ce qui serait advenu si les régiments n'avaient reçu leur ordre de départ. Pendant ce temps, les affaires du marchand prospéraient. À Providence, il avait pour ainsi dire la mainmise sur le commerce du salpêtre, du poivre noir et de la cannelle, et tenait aisément la dragée haute à tous ses concurrents, hormis les Brown pour l'importation d'articles en laiton, d'indigo, de coton, de lainage, de sel, de gréement, de fer, de papier et de marchandises anglaises en tout genre. Les stocks de commerçants, comme James Green, de l'Éléphant, à Cheapside, les Russell tenant l'Aigle d'Or, de l'autre côté du pont, ou Clark et Nightingale, de la Poêle et le Poisson, près du Nouveau Café, dépendaient presque entièrement de lui. Quant à ses accords avec les distillateurs locaux, les producteurs de laits et éleveurs de chevaux Narragansett et les fabricants de chandelles de Newport, il faisait de lui l'un des premiers exportateurs de la colonie. Bien qu'ostracisé, il ne manquait pas de civisme. Quand la Colony House brûla, il souscrivit généreusement aux loteries organisées pour édifier le nouveau bâtiment de briques, qui vit le jour en 1761 et se dresse encore en haut de la place, dans l'antique Grande Rue. La même année, il aida aussi à reconstruire le grand pont après la tempête d'octobre. Il remplaça la plupart des livres détruits dans l'incendie de la Colony House, et participa toujours aussi largement à la loterie qui permit de paver de grosses pierres rondes la boueuse place du marché et Town Street, qui était couverte de profondes ornières, et de construire au milieu une chaussée en briques pour les piétons. À peu près à la même époque, il fit construire sa nouvelle maison, toute simple mais néanmoins admirable, et dont l'entrée demeure un chef-d'œuvre de sculpture. En 1743, lorsque les partisans de Whitefield avaient quitté l'église du Dr Cotton sur la colline pour fonder celle de Deacon Snow de l'autre côté du pont, Corwen les avait suivis. Cependant, son zèle et son assiduité n'avaient pas duré. Désormais, pourtant, il recommençait à cultiver sa piété,
comme pour dissiper l'ombre qui l'avait plongé dans l'isolement et risquait de provoquer la ruine de son affaire s'il n'y prenait garde. Le spectacle de cet étrange personnage livide à l'apparence d'homme à peine mûr, alors qu'il ne pouvait être âgé de moins de 100 ans, cherchant à éviter un nuage d'effroi et de haine si confus qu'il échappait à l'identification et à l'analyse, était à la fois pathétique, dramatique et écœurant. Toutefois, le pouvoir de l'argent et des gestes symboliques est tel que l'aversion dont il était la cible diminua légèrement, surtout quand les disparitions de marins, jusqu'alors incessantes, s'arrêtèrent brusquement. De même, sans doute redoublait-il de prudence et de discrétion dans ses expéditions au cimetière, car jamais plus on ne le revit errer dans de tels lieux. Enfin, les rumeurs faisant état de bruits et manœuvres étranges dans sa ferme de Pawtuxet diminuèrent à l'avenant. Sa consommation de nourriture et le rythme de remplacement du bétail restèrent anormalement élevés, mais c'est seulement à l'époque actuelle, lorsque Charles Ward étudia ses livres de comptes et factures conservés à la bibliothèque Shepley, qu'il vint à l'idée de qui que ce soit, hormis peut-être un jeune homme amer, d'établir de sombres comparaisons entre le grand nombre de Noirs de Guinée qu'il fit venir jusqu'en 1766 et celui, étonnamment faible, de ceux pour lesquels il était en mesure de produire un acte de vente soit aux marchands d'esclaves du Grand Pont, soit aux planteurs du territoire Narragansett. À coup sûr, cet individu exécré savait faire preuve d'une ruse et d'une ingéniosité étonnamment profonde, dès qu'il était persuadé de leur nécessité. Mais, bien entendu, cet amendement tardif n'eut qu'un effet limité. On continuait d'éviter Corwen et de s'en méfier. D'ailleurs, le seul fait qu'il paraisse aussi jeune malgré son âge avancé suffisait à expliquer de telles réserves. Il comprit que ses affaires finiraient par en pâtir. Ses recherches et expériences complexes, quelle que fût leur nature, exigeaient manifestement de gros revenus, et comme un changement de milieu l'aurait privé des avantages commerciaux qu'il avait acquis, il n'aurait pas été profitable de recommencer de zéro dans une autre région. La logique exigeait qu'il se raccommode avec les gens de Providence, afin que sa présence ne déclenche plus de conversations à voix basse, de mauvais prétextes pour prendre congé, et ne crée plus cette atmosphère générale de tension et de malaise. Ses commis, dont les rangs ne comprenaient plus désormais que des résidus aussi indolents que nécessiteux, dont aucun employeur ne voulait, lui donnaient bien du souci. Et s'il gardait ses capitaines et leurs seconds, c'était uniquement parce qu'il avait l'intelligence de garder quelques moyens de pression sur eux. Une hypothèque, un billet à ordre, ou une petite information très pertinente sur leur bien-être. Bien souvent, comme le rapportaient les journaux intimes non sans admiration, Corwen montra un talent presque magique pour déterrer des secrets de famille à des fins suspectes. Les informations qui lui vinrent si facilement à la bouche pendant les 5 dernières années de sa vie semblaient ne pouvoir provenir que de conversations directes avec des gens morts de longue date. Vers cette époque, l'astucieux érudit, désespéré, eut recours à un ultime expédient pour tenter de reprendre pied dans la communauté. Lui qui, jusque-là, vivait en parfait ermite, prit la décision de faire un mariage avantageux en veillant à se trouver une épouse dont la condition incontestée empêcherait les gens de Providence d'ostraciser sa maison. Peut-être avait-il aussi d'autres raisons plus profondes pour désirer cette union, des raisons si éloignées de la sphère cosmique connue que seuls des papiers découverts un siècle et demi après sa mort permirent d'en soupçonner l'existence. Mais on ne sera jamais sûr de rien à ce propos. Bien sûr, il était conscient de l'horreur et de l'indignation qu'il ne laisserait pas de susciter en faisant sa cour comme monsieur tout-le-monde. Il se chercha donc une proie sur les parents de laquelle il pourrait exercer la pression nécessaire.
Il s'aperçut que les candidates n'étaient pas faciles à dénicher, car il avait des exigences bien précises en matière de beauté, de talent et de position sociale. Enfin, il arrêta son choix sur la famille d'un de ses meilleurs et plus anciens capitaines, un veuf bien né à la réputation sans tache, du nom de Duthie Tillinghast, dont la fille unique, Eliza, semblait dotée de tous les avantages imaginables, sauf celui d'être destinée à hériter d'une fortune. Le capitaine Tillinghast, qui était totalement sous la coupe de Corwen, consentit à cette union blasphématoire au terme d'un terrible entretien dans la maison à coupole de ce dernier, sur la colline de Powers Lane. Eliza Tillinghast, alors âgée de 18 ans, était aussi bien élevée que l'avaient permis les maigres ressources de son père. Elle avait fréquenté l'école de Stephen Jackson, en face de la place du palais de justice. Et sa mère, avant de mourir de la variole en 1757, l'avait instruite assidûment dans tous les arts et raffinements de la vie domestique. Une de ses broderies, exécutée en 1753, alors qu'elle avait 9 ans, se trouve encore dans les locaux de la Société historique du Rhode Island. Après le décès de sa mère, elle s'était occupée de la maison avec l'aide d'une vieille servante noire. Sans doute eut-elle de pénibles disputes avec son père à propos de la proposition de mariage de Corwen, mais il n'en reste aucune preuve écrite. Ce qui est certain, c'est que ses fiançailles avec le jeune Ezra Whedon, second à bord du navire courrier Enterprise de Crawford, furent dûment rompues, et que son union avec Joseph Corwen eut lieu le 7 mars 1763 à l'église baptiste, en présence de l'une des assemblées les plus distinguées dont la ville puisse s'enorgueillir. La cérémonie fut célébrée par Samuel Windsor fils. La Gazette mentionna très brièvement l'événement, et dans la plupart des exemplaires conservés à ce jour, l'article est découpé ou déchiré. Après bien des recherches, Ward en trouva un unique exemplaire intact dans les archives d'un collectionneur privé bien connu, et s'amusa du style d'écriture au raffinement creux. Lundi dernier, au soir, Mr. Joseph Corwen de Providence, marchand de son état, a épousé mademoiselle Eliza Tillinghast, fille du capitaine Duthie Tillinghast, jeune personne qui, en plus de sa beauté, possède un réel mérite de nature à faire honneur au lien du mariage et à en perpétuer la félicité. La collection de lettres de Durfee Arnold, découverte par Charles Ward peu avant son fameux premier coup de folie dans la collection privée de Melville F. Peters, Esquire, de George Street, et qui couvre cette période et une partie de la précédente, met clairement en lumière le scandale que suscita dans l'opinion l'union de deux êtres aussi mal assortis. Néanmoins, l'influence sociale des Tillinghast n'était pas négligeable, si bien que la maison de Corwen reçut à nouveau la visite de gens que le marchand n'aurait jamais pu amener autrement à franchir son seuil. Certes, tout le monde ne l'accepta pas, et sa femme souffrit socialement de cette aventure imposée. Mais en tout cas, le mur d'ostracisme n'était plus aussi imperméable. Quant à son comportement vis-à-vis de sa femme, l'étrange époux étonna à la fois cette dernière et la communauté en se montrant plein d'égards et de bienveillance. Il n'y avait désormais plus la moindre manifestation inquiétante dans la nouvelle maison d'Olney Court, et bien que Corwen se rendît souvent à la ferme de Pawtuxet, où sa femme n'allait jamais, plus qu'à aucun autre moment de ses longues années passées à Providence, il ressemblait à un citoyen normal de la ville. Un seul homme resta ouvertement son ennemi, le jeune officier de marine dont les fiançailles avec Eliza Tillinghast avaient été si brutalement rompues. Ezra Whedon avait publiquement juré de se venger, et, bien que de nature paisible et habituellement douce, sa nouvelle détermination, confinant à l'opiniâtreté haineuse, ne présageait rien de bon pour le mari usurpateur. Le 7 mai 1765 naquit Anne, l'unique enfant de Corwen. Elle fut baptisée par le révérend John Graves de la King's Church, église dont les deux époux étaient devenus paroissiens peu après leur mariage de compromis entre croyants de confession congrégationaliste et baptiste.
La mention de cette naissance, comme celle du mariage 2 ans plus tôt, fut rayée de presque tous les documents d'archives religieuses et municipales où elle aurait dû figurer, si bien que Charles Ward eut le plus grand mal à les trouver, après que sa découverte du changement de nom de la veuve lui eut appris son propre lien de parenté et eut suscité cet intérêt passionné qui le mena à la folie. Étrangement, Ward dénicha la déclaration de naissance en communiquant avec les héritiers du Dr Graves, fidèle partisan du roi qui emporta une copie des registres quand il abandonna son pastorat au début de la Révolution. Ward puisa à cette source, parce qu'il savait que son arrière-arrière-grand-mère, Anne Tillinghast Potter, appartenait à l'église épiscopalienne. Peu après la naissance de sa fille, événement qu'il sembla accueillir avec une ferveur très inhabituelle pour quelqu'un de si froid, Corwan décida de faire son portrait. Il le fit peindre par un Écossais fort doué du nom de Cosmo Alexander, alors résident de Newport, et qui devint par la suite célèbre pour avoir été le premier maître de Gilbert Stuart. Le portrait, disait-on, avait été exécuté sur un panneau du mur de la bibliothèque dans la maison d'Olney Court, mais aucun des 2 journaux intimes où il était fait mention ne donnait d'indication sur ce qu'il était devenu. À cette époque, l'imprévisible savant donnait d'étonnants signes de distraction et passait autant de temps que possible dans sa ferme de Pawtuxet Road. D'après les descriptions, il semblait en proie à un enthousiasme ou à une impatience réprimée, comme s'il attendait quelque chose de prodigieux ou était sur le point de faire une étrange découverte. Il était fortement question de chimie ou d'alchimie, car il avait déménagé de la maison à la ferme la plupart des ouvrages qu'il possédait sur ces 2 sujets. L'intérêt qu'il affectait de porter aux affaires municipales ne diminuait pas, et il ne rata jamais une occasion de venir en aide à des dirigeants comme Stephen Hopkins, Joseph Brown et Benjamin West, dans leurs efforts pour élever le niveau culturel de la ville, qui était encore très en retard sur Newport pour le soutien des arts libéraux. En 1763, il avait aidé Daniel Jenkins à ouvrir sa librairie, dont il fut ensuite le meilleur client. De même, il soutint la Gazette, paraissant tous les mercredis à l'enseigne du bâtiment Shakespeare's Head, et qui connaissait des difficultés. En politique, il apportait un ardent soutien au gouverneur Hopkins face au parti Ward, principalement installé à Newport, et son discours particulièrement éloquent de 1765 à Hatchers Hall contre la proposition visant à faire du quartier de Providence Nord une ville à part entière en cas de vote pro-Ward à l'Assemblée générale ébranla davantage les préjugés des gens que toutes ces autres initiatives. Mais Ezra Whedon, qui le surveillait de près, ricanait d'un air cynique en le voyant se démener pour la galerie, et assurait à qui voulait l'entendre que tout cela avait pour seul but de cacher quelque commerce secret avec les gouffres les plus noirs du Tartare. Dès qu'il se trouvait sur le plancher des vaches, le jeune homme assoiffé de vengeance menait une étude systématique des habitudes de Corwen. La nuit, il passait des heures sur les appontements, un doris prêt au cas où les lumières s'allumeraient dans les entrepôts de son rival, et suivait le petit bateau qui, parfois, en sortait discrètement pour s'éloigner dans la baie. De plus, il surveillait d'aussi près que possible la ferme de Pawtuxet, ce qui lui valut un jour d'être gravement mordu par les chiens que le couple de vieux Indiens avait lâchés sur lui. C'est en 1766 que survint la dernière métamorphose de Joseph Corwen. Elle fut très soudaine et fort remarquée des habitants intrigués, car l'air d'incertitude et d'impatience tomba comme une vieille cape et fit aussitôt place à l'exaltation mal dissimulée d'un triomphe absolu.
Il paraissait avoir du mal à se retenir de haranguer le public sur ce qu'il avait découvert, appris ou fabriqué. Mais apparemment, la nécessité de garder le secret l'emporta sur l'envie de partager sa joie, car jamais il ne donna la moindre explication. C'est après ce changement, apparemment intervenu début juillet, que le sinistre érudit commença à stupéfier les gens par sa connaissance de faits sur lesquels seuls leurs ancêtres depuis longtemps morts avaient pu leur enseigner. Mais les fébriles activités clandestines de Corwen ne cessèrent pas pour autant. Au contraire, elles eurent plutôt tendance à s'accélérer, si bien qu'il déléguait de plus en plus ses affaires maritimes à ses capitaines, dont il s'attachait les services au moyen d'une peur aussi efficace que l'avait été celle de la faillite. Il abandonna tout à fait le commerce des esclaves, prétextant que ses profits diminuaient sans cesse. Il passait un maximum de temps à la ferme de Pawtuxet, mais des rumeurs circulaient parfois sur sa présence, sinon au voisinage de cimetières, du moins en des lieux si étroitement liés à ces derniers que les curieux se demandaient si les habitudes du vieux marchand avaient vraiment changé. Ezra Whedon, qui, en raison de ses voyages en mer, ne pouvait espionner son ennemi que par brèves périodes intermittentes, avait une opiniâtreté vindicative qui manquait à la plupart des citadins et fermiers à l'esprit pratique. Il soumettait donc les affaires de Corwen à l'examen le plus rigoureux qu'elles aient jamais subi. Beaucoup des manœuvres étranges des navires de ce singulier marchand étaient attribuées à l'agitation d'une époque où tous les colons semblaient déterminés à se battre contre les dispositions de la loi du sucre, loi qui entravait un commerce de première importance. La contrebande et la fraude étaient la règle dans la baie Narragansett, et les débarquements nocturnes de marchandises illicites étaient monnaie courante. Mais Whedon, qui suivait chaque nuit les barges et petits sloops qu'il voyait quitter subrepticement les entrepôts Corwen sur les docks de Town Street, fut vite persuadé que le sinistre rôdeur n'avait pas uniquement à cœur d'éviter les vaisseaux armés de Sa Majesté. Avant la transformation de 1766, les bateaux transportaient surtout des Noirs enchaînés. Ils descendaient et traversaient la baie pour accoster en un point inconnu jusqu'au nord du village de Pawtuxet, d'où l'on menait ensuite les esclaves sur les hauteurs et à travers la campagne jusqu'à la ferme Corwen, où ils étaient enfermés dans l'énorme dépendance de pierre qui n'avait que 5 meurtrières haut perchées pour toute fenêtre. Mais après la dite transformation, le programme changea du tout au tout. L'importation d'esclaves cessa aussitôt, et pour un temps, Corwen abandonna ses sorties nocturnes en bateau. Puis, vers le printemps 1767, apparut une nouvelle politique. De nouveau, les barges quittaient les docks obscurs et silencieux, mais cette fois, elles allaient plus loin dans la baie, peut-être jusqu'à Namquet Point, où elles recevaient des cargaisons d'étranges navires à la taille considérable et aux formes très variées. Ensuite, les marins de Corwen déposaient la marchandise à l'endroit habituel de la côte afin qu'on la transporte par les terres jusqu'à la ferme, où elle était enfermée dans le mystérieux bâtiment de pierre qui avait reçu les esclaves. La cargaison se composait presque exclusivement de boîtes et de caisses dont la plupart, lourdes et oblongues, rappelaient de manière inquiétante des cercueils. Whedon surveillait toujours la ferme avec une inlassable assiduité. Pendant de longues périodes, il s'y rendait chaque nuit, et il se passait rarement une semaine sans qu'il la voie, sauf quand la neige recouvrait le sol et que ses empreintes risquaient de le trahir. Et même dans ce cas, il s'aventurait souvent aussi près que possible par la route fréquentée ou par la rivière gelée qui passait non loin, afin de voir les traces que d'autres auraient pu laisser. Lorsque son travail le contraignait à mettre un terme à son enquête, il employait un compagnon de taverne nommé Eleazar Smith pour assurer la surveillance en son absence. À eux deux, ils auraient pu répandre d'incroyables rumeurs. S'ils n'en firent rien, c'est parce qu'ils savaient qu'une telle publicité ne ferait qu'alerter leur proie et rendre tout progrès impossible. Ils attendaient d'avoir des certitudes pour agir. Sans doute apprirent-ils des choses effarantes, et Charles Ward avoua souvent à ses parents combien il regrettait que Whedon ait par la suite brûlé ses carnets.
Tout ce que l'on sait de leur découverte est fondé sur les notes qu'Eleazar Smith prit dans son journal, par ailleurs assez peu cohérent, et sur ce que les autres auteurs de journaux et de lettres répétèrent timidement des déclarations que Weedon et Smith finirent par faire, déclarations suivant lesquelles la ferme n'était que la coquille extérieure de quelque immense menace révoltante, d'une étendue et d'une profondeur telles qu'on ne saurait les appréhender clairement. De tous ces propos, il ressort que Weedon et Smith crurent très tôt à l'existence sous la ferme d'un vaste réseau de galeries et de catacombes peuplées par un personnel considérable, en plus du vieil Indien et de sa femme. La maison était une relique ancestrale à toit pointu du milieu du XVIIe siècle, avec une énorme cheminée et des fenêtres treillissées aux carreaux en losange. Le laboratoire occupait un appentis au nord du bâtiment principal, du côté où le toit atteignait presque le sol. La dépendance était à l'écart de toutes les autres constructions, mais à en juger par les différentes voix que l'on entendait de temps à autre, on devait pouvoir y accéder par des passages secrets sous terre. Avant 1766, on n'entendait guère que les marmonnements, les chuchottis et les cris frénétiques des Noirs, bruits associés à d'étranges psalmodies ou invocations. Mais après cette date, les voix prirent un caractère tout à fait singulier et effroyable, couvrant toute la gamme entre bourdonnements d'obéissance hébétés et explosions d'inconcevables douleurs ou de fureur, rumeurs de conversation, supplications gémissantes, halètements d'impatience et cris de protestation. Toutes ces voix s'exprimaient dans différentes langues, toutes connues de Corwen, dont on reconnaissait souvent les accents rauques dans les répliques, reproches et menaces. Il semblait parfois que plusieurs personnes occupaient la maison, Corwen, des prisonniers et les gardes de ces derniers. Weedon et Smith distinguèrent des voix d'un type que ni l'un ni l'autre n'avaient jamais entendu, malgré leur connaissance étendue de l'étranger, et d'autres qu'ils crurent pouvoir attribuer à telle ou telle nationalité. Les conversations ressemblaient invariablement à des interrogatoires, comme si Corwen extorquait des informations à des prisonniers terrifiés ou rebelles. Weedon avait rapporté mot pour mot dans son carnet de nombreux extraits des conversations qu'il avait entendues, car l'anglais, le français et l'espagnol, 3 langues qu'il connaissait, étaient fréquemment utilisées. Mais aucune de ces notes n'avait survécu. Toutefois, il précisa qu'à part quelques dialogues macabres portant sur les affaires passées des familles de Providence, la plupart des questions et réponses qu'il était en mesure de comprendre touchaient des sujets historiques ou scientifiques, parfois même relatifs à des lieux et époques fort éloignés. Une fois, par exemple, un individu tantôt enragé, tantôt maussade, fut questionné en français sur le massacre du prince noir à Limoges en 1370, comme s'il y avait eu quelque raison secrète et qu'il aurait dû connaître. Corwen avait demandé au prisonnier, s'il s'agissait bien d'un prisonnier, si l'ordre d'exécution avait été donné à cause du signe du bouc trouvé sur l'autel de l'antique crypte romaine, sous la cathédrale, ou si l'homme noir de la Haute-Vienne avait prononcé les 3 mots. Faute d'obtenir des réponses, l'inquisiteur avait apparemment eu recours à des méthodes extrêmes, car il y eut un effroyable cri strident, suivi d'un silence, d'un grommellement et d'un coup sourd. Ces entretiens n'eurent jamais de témoins oculaires, les fenêtres étant toujours masquées par de lourds rideaux. Une fois cependant, pendant un échange dans une langue inconnue, une ombre qui apparut sur le rideau bouleversa Weedon. Elle lui rappelait l'une des marionnettes d'un spectacle auquel il avait assisté à Hatcher's Hall, à l'automne 1764, lors d'une ingénieuse représentation donnée par un homme de Germantown, Pennsylvanie, annoncée comme suit. Vue de la célèbre cité de Jérusalem, dans laquelle sont représentés Jérusalem, le temple de Salomon, son trône royal, les célèbres tours et collines, ainsi que la passion de notre Sauveur depuis le jardin de Gethsémani jusqu'à la croix sur le Golgotha, une magnifique statuaire digne d'intéresser les plus curieux.
C'est à cette occasion que l'espion, qui s'était glissé jusqu'à la fenêtre du salon où avait lieu la discussion, en sursautant, attira l'attention du vieux couple d'Indiens qui lâcha les chiens sur lui. Après quoi on n'entendit plus jamais de conversation dans la maison, et Weedon et Smith en conclurent que Corwen avait déplacé son champ d'action dans les sous-sols. Beaucoup de choses semblaient confirmer l'existence des souterrains. Des cris et gémissements étouffés montaient de temps à autre de la terre dans des endroits éloignés de tout édifice. De plus, dans les buissons longeant la rivière, là où les hautes terres descendent en pente raide jusqu'à la vallée du Pawtuxet, on découvrit une porte de chêne dans un encadrement à l'épaisse maçonnerie et qui permettait manifestement d'accéder à des cavernes sous la colline. Quand et pourquoi on avait construit de telles catacombes, Weedon n'aurait su le dire. Mais il soulignait souvent que des groupes d'ouvriers n'auraient eu aucun mal à s'y rendre sans être vus. Joseph Corwen donnait en vérité de bien curieuses besognes à ses métisses de matelots. Pendant les grosses pluies du printemps 1769, les deux guetteurs gardèrent l'œil sur la rive escarpée pour voir si quelques secrets souterrains remonteraient à la surface des eaux, et furent récompensés par la découverte d'une profusion d'ossements humains et animaux dans les profondes rigoles creusées dans les berges par l'érosion. Bien entendu, le fait de trouver ce genre de choses derrière une ferme d'élevage, mais aussi dans une zone où les vieux cimetières d'Indiens n'étaient pas rares, pouvait s'expliquer de bien des manières, mais Weedon et Smith avaient leurs propres hypothèses. C'est en janvier 1770, alors que les deux hommes s'interrogeaient encore vainement sur ce qu'il fallait penser ou faire de toute cette déroutante affaire, que survint l'incident du Fortaleza. Piqué au vif par l'incendie de son sloop Liberty à Newport pendant l'été précédent, la flotte des douanes, sous le commandement de l'amiral Wallace, se montrait plus vigilante à l'égard des navires non identifiés. Ainsi, un jour au petit matin, le Cygnet, goélette armé de Sa Majesté sous les ordres du capitaine Charles Leslie, arraisonna au terme d'une courte poursuite le navire Fortaleza de Barcelone, en Espagne, lui-même sous les ordres du capitaine Manuel Arruda, et qui, d'après son journal de bord, arrivait à Providence en provenance du Grand Caire, en Égypte. En fouillant le bateau à la recherche de marchandises de contrebande, on découvrit avec étonnement que sa cargaison se composait uniquement de momies égyptiennes, adressées aux matelots ABC, qui devaient venir en prendre livraison en barge au large de Namquint Point, et dont le capitaine Naruda se sentait empêché par l'honneur de révéler l'identité. Ne sachant que faire, car si la marchandise ne relevait pas de la contrebande, le bateau était néanmoins entré de manière secrète et illégale. La vice-amirauté de Newport, sur le conseil du percepteur Robinson, trouva un compromis en libérant le navire avec interdiction de mouiller dans les eaux du Rhode Island. Par la suite circula la rumeur qu'on avait aperçu l'embarcation dans la baie de Boston, mais jamais elle n'entra officiellement au port de la ville. Ce singulier incident ne manqua pas d'attirer l'attention à Providence, où l'on n'avait guère de doute sur l'existence d'un lien entre la cargaison de momies et le sinistre Joseph Corwen. Ses recherches inhabituelles et ses curieuses importations de produits chimiques étaient de notoriété publique, et son attirance pour les cimetières était soupçonnée de tous, et il n'y avait pas besoin de déployer des trésors d'imagination pour lui attribuer l'effroyable commande, qui ne pouvait raisonnablement être adressée à nul autre habitant de la ville. Comme s'il avait eu conscience de la logique de cette hypothèse, Corwen ne ratait pas une occasion de parler en toute innocence de l'utilité chimique des baumes trouvés dans les momies, pensant peut-être pouvoir donner un tour plus naturel à cette affaire sans pour autant reconnaître son implication. Weedon et Smith, bien entendu, n'avaient aucun doute sur ce que tout cela signifiait, et formulèrent les théories les plus folles sur Corwen et ses monstrueux travaux. Le printemps suivant, comme l'année précédente, il y eut de fortes pluies. Les guetteurs continuèrent donc de surveiller les berges de la rivière, derrière la ferme Corwen. La terre fut emportée sur de larges zones, et les deux hommes trouvèrent un certain nombre d'ossements. Mais jamais ils n'entrevirent la moindre galerie, la plus petite salle souterraine. Cependant, un bruit courait au village de Pawtuxet,
environ 1,5 kilomètre plus bas, où le cours d'eau, formant des chutes sur une terrasse rocheuse, se jette dans la paisible crique encaissée. Là où les vieilles chaumières pittoresques escaladaient la colline depuis le pont rustique et où les bateaux de pêche restaient ancrés dans leurs ports somnolents, circulait une vague rumeur sur des objets flottants que l'on aurait vus émerger quelques instants au moment où ils basculaient dans les chutes. Certes, le Pawtuxet est un long cours d'eau dont les méandres traversent de nombreuses régions habitées où pullulent les cimetières, et certes les pluies avaient été très abondantes, mais les pêcheurs des environs du pont n'aimaient pas le regard fou que leur avait lancé l'un de ces objets en tombant brusquement dans les eaux calmes de la crique, ni le faible cri que lâcha un autre qui ne semblait pourtant pas du tout en état de crier. En entendant cette rumeur, Smith, car Weedon était en mer à ce moment précis, gagna à la hâte la berge derrière la ferme, où devait rester l'épreuve d'un gros éboulement. Toutefois, il n'y avait pas de trace de passage dans la rive abrupte, l'avalanche miniature ayant laissé derrière elle un mur compact de terre et d'arbustes déracinés du haut de la pente. Smith alla jusqu'à essayer de creuser, mais se découragea à force de ne rien trouver, ou peut-être de peur que ses efforts soient couronnés de succès. Il serait intéressant de savoir ce qu'aurait fait l'opiniâtre et vindicatif Weedon s'il avait été à terre ce jour-là. À l'automne 1770, Weedon décida qu'il était temps de faire part aux autres de ses découvertes, car il disposait d'un vaste réseau de faits et d'un second témoin oculaire pour réfuter les éventuelles accusations de ceux qui le soupçonnaient de s'emporter par jalousie et désir de vengeance. Comme premier confident, il choisit le capitaine James Mathewson de l'Enterprise, qui d'une part le connaissait assez pour ne pas douter de son honnêteté, et d'autre part jouissait en ville d'une influence suffisante pour être à son tour écouté avec respect. La discussion eut lieu dans une salle à l'étage de la taverne chez Sabine, près du port, en la présence de Smith afin qu'il puisse corroborer presque toutes les déclarations de Weedon. À l'évidence, le capitaine Mathewson fut extrêmement impressionné. Comme à peu près tout le monde à Providence, il avait lui-même nourri de noirs soupçons à l'endroit de Joseph Corwen. Cette confirmation et ce supplément de données suffirent donc à le convaincre totalement. À la fin de l'entretien, il se montra très grave et enjoignit aux deux jeunes gens de garder le silence absolu. Il annonça qu'il transmettrait ces informations séparément à une dizaine de citoyens parmi les plus instruits et éminents de Providence, qu'il écouterait leur point de vue et suivrait leurs conseils éventuels. De toute façon, le secret était certainement essentiel, car ni la police de la ville ni la milice ne pourraient se charger d'une telle affaire. Par-dessus tout, il fallait maintenir dans l'ignorance la foule si prompte à s'emporter, de crainte que se répète l'effroyable panique qui avait frappé Salem moins de 100 ans auparavant et avait entraîné la venue de Corwen dans les parages. D'après Mathewson, les personnes à prévenir étaient le docteur Benjamin West, dont l'opuscule sur le transit récent de Vénus démontrait qu'il était non seulement savant, mais un esprit aiguisé. Le révérend James Manning, recteur de l'université qui, arrivant tout juste de Warren, était temporairement logé dans la nouvelle école de King Street, en attendant l'achèvement de ses locaux sur la colline au-dessus de Presbyterian Lane. L'ex-gouverneur Stephen Hopkins, ancien membre de la Société philosophique de Newport et homme d'un très grand discernement. John Carter, éditeur de la Gazette. Les 4 frères Brown, John, Joseph, Nicholas et Moses, magnats reconnus de la ville, Joseph étant un scientifique amateur aux multiples talents. Le vieux docteur Jabez Bowen, monument d'érudition qui possédait maintes informations de première main sur les étranges achats de Corwen.
Et enfin le capitaine Abraham Whipple, corsaire à la hardiesse et l'énergie phénoménale sur qui l'on pouvait compter pour prendre toutes les mesures qui s'imposeraient. Ces hommes, s'ils réagissaient favorablement, pourraient ensuite se réunir pour délibérer, et la responsabilité leur incomberait d'informer ou non le gouverneur de la colonie, Joseph Wanton de Newport, avant de passer à l'action. La mission du capitaine Mathewson réussit au-delà de ses plus grandes espérances, car même si un ou deux de ses confidents lui parurent accueillir avec un certain scepticisme les aspects terrifiants du récit de Weedon, nul ne jugea inutile d'agir de façon secrète et coordonnée. Corwen constituait indéniablement une menace potentielle pour la ville et la colonie, et il fallait donc l'éliminer à tout prix. Fin décembre 1770, un groupe de notables se rencontra chez Stephen Hopkins afin de réfléchir aux premières mesures à adopter. L'Assemblée lut attentivement les notes de Weedon, que ce dernier avait confiées au capitaine Mathewson, et convoqua les deux guetteurs afin de confirmer les détails. Avant la fin de la réunion, un sentiment qui ressemblait à s'y méprendre à de la peur s'empara de tout le monde, en même temps qu'une farouche détermination que les jurons énergiques et sonores du capitaine Whipple exprimèrent au mieux. On n'avertirait pas le gouverneur, une intervention par la voie légale semblant insuffisante. Corwen, qui disposait apparemment de pouvoirs cachés aux limites incertaines, n'était pas le genre d'homme à qui l'on pouvait sans risque intimer de quitter la ville. D'imprévisibles représailles s'ensuivraient peut-être, et même si ce sinistre personnage se soumettait, l'expulser ne ferait que déplacer cet immonde fardeau dans une autre ville. L'époque était à l'anarchie, et ces gens qui se riaient depuis des années des forces de douane du roi n'étaient pas hommes à reculer devant des mesures sévères quand le devoir les leur imposait. Une grande troupe de corsaires endurcis devait surprendre Corwen dans sa ferme de Pawtuxet et lui donner une ultime chance de s'expliquer. S'il s'avérait que c'était un dément qui s'amusait à pousser des cris et mener des conversations imaginaires en prenant différentes voix, il serait enfermé comme il se devrait. Si les conclusions étaient plus graves, si les horreurs souterraines se révélaient vraies, il devrait mourir, ainsi que tous ceux qui l'aidaient. Cela pouvait se faire dans la discrétion, sans même que la veuve et son père sachent ce qui s'était passé. Alors qu'on débattait de ces mesures drastiques, se produisit en ville un incident si terrible et inexplicable que, pour un temps, on ne parla pas de grand-chose d'autre à des kilomètres à la ronde. Au milieu d'une nuit de janvier, alors que la lune éclairait l'épaisse couche de neige, retentirent sur la rivière et la colline des cris effroyables qui attirèrent des têtes endormies à toutes les fenêtres. Et les gens qui habitaient autour de Weybosset Point virent une grande forme blanche courir à toute vitesse sur le terrain mal défriché devant la tête de Turc. Des aboiements retentirent au loin, mais s'apaisèrent sitôt que la clameur de la ville éveillée se fit entendre. Des groupes d'hommes munis de lanternes et de mousquets sortirent précipitamment pour voir ce qui se passait, mais rentrèrent bredouilles. Le lendemain matin, cependant, on trouva un gigantesque corps musclé et totalement nu sur les glaces accumulées autour des piles sud du Grand Pont, là où le Languedoc se termine, au niveau de la distillerie Abbott. Et l'identité du mort fit l'objet d'interminables spéculations et chuchotements. Ce n'étaient pas tant les jeunes que les vieux qui chuchotaient, ce visage rigide aux yeux exorbités d'horreur ne rappelant quelque chose qu'aux anciens. Non sans trembler, ils échangèrent de furtifs murmures d'étonnement et de peur, car ces traits hideux et raidis révélaient une ressemblance si extraordinaire qu'on eût pu parler de sosie, et en l'occurrence du sosie d'un homme mort depuis 50 bonnes années. Assistant à la découverte et se rappelant les aboiements de la nuit, Ezra Weedon remonta Weybosset Street et traversa Muddy Dog Bridge pour se rendre à l'endroit d'où était provenu le bruit. Il avait un curieux pressentiment et ne fut pas surpris quand, atteignant la limite de la zone habitée où la rue se fondait dans Pawtuxet Road, il tomba sur des traces fort singulières dans la neige. Le géant nu avait été pourchassé par des chiens et de nombreux hommes bottés,
et il était facile de suivre la piste des bêtes et de leur mettre au retour. Ils avaient abandonné la poursuite en arrivant trop près de la ville. Weedon sourit férocement, puis, par acquis de conscience, suivit les empreintes jusqu'à leur origine. C'était la ferme de Joseph Corwen, comme il s'y était attendu. Il aurait donné cher pour que la cour soit moins piétinée. En l'occurrence, il n'osa pas s'y intéresser de trop près en plein jour. Le docteur Bowen, à qui il alla aussitôt faire part de sa découverte, autopsia l'étrange cadavre et lui trouva des particularités stupéfiantes. L'appareil digestif du géant semblait n'avoir jamais servi. Quant à l'ensemble de sa peau, il avait une texture lâche et grossière qu'il ne pouvait expliquer. Impressionné par ce que les anciens murmuraient à propos de la ressemblance de ce cadavre avec le forgeron Daniel Green, depuis longtemps mort et dont l'arrière-petit-fils Aaron Hopin travaillait comme subrécargue pour Cowan, Weedon posa, l'air de rien, des questions qui lui permirent d'apprendre où Green était enterré. Cette nuit-là, 10 hommes visitèrent le vieux cimetière nord, en face d'Eridan's Lane, et ouvrirent une tombe. Ils la trouvèrent vide, exactement comme il s'y était attendu. Entre-temps, on avait obtenu des cavaliers de la poste qu'ils interceptent le courrier de Joseph Corwen. Juste avant l'incident du corps nu fut découverte une lettre d'un certain Jedediah Horn de Salem, lettre qui donna fortement à penser aux citoyens unis. En voici un extrait dont la copie fut préservée dans les archives de la famille Smith, où Charles Ward la trouva. « Je me réjouis d'apprendre que vous continuez de vous procurer les choses d'autrefois à votre manière, et ne crois pas que l'on ait fait mieux chez M. Hutchinson à Salem Village. Assurément, il n'y avait rien que de très abominable dans ce que H a fait surgir de ce qu'il ne put réunir en totalité. Ce que vous avez envoyé n'a pas fonctionné, soit que quelque chose manqua, soit que les mots fussent mal prononcés par moi ou copiés par vous. Seul je me trouve fort embarrassé. Je ne possède pas les connaissances en chimie pour suivre Borel, et dois m'avouer déconcerté par la lecture du 7e livre du Necronomicon que vous m'avez recommandé. Mais je me dois de vous rappeler ce qui nous a été dit sur le soin que nous devons prendre d'évoquer celui qui convient, car vous avez connaissance de ce qu'écrivit M. Matter dans les Magnalia du... et pouvez donc juger avec quelle véracité cette abomination est décrite. Une fois encore, n'appelez rien que vous ne puissiez dominer. J'entends par là rien qui puisse à son tour appeler pour vous vaincre quelque chose qui rendrait inefficaces vos stratagèmes les plus puissants. Adressez-vous aux petits, de peur que les grands ne veuillent pas répondre et ordonnent à votre place. C'est avec effroi que j'ai lu que vous saviez ce que renfermait la boîte d'ébène de Ben Zariat Natmik, car j'ai compris qui avait dû vous le dire. Et je vous prie encore d'écrire le nom de Jedediah et non de Simon. Dans cette communauté, un homme ne peut vivre très longtemps, et vous connaissez mon plan, qui m'a vu revenir sous l'identité de mon fils. Je souhaite que vous m'enseigniez ce que l'homme noir apprit de Sylvanus Cocidius dans la crypte, sous le mur romain, et vous serez très obligé de me prêter le manuscrit dont vous parlez. Une autre lettre, anonyme celle-là, et venant de Philadelphie, ne suscita pas moins de réflexion, en particulier le passage suivant. « Je respecterai votre demande en n'envoyant les comptes que par vos propres navires, mais ne puis toujours savoir avec certitude quand les attendre. Pour l'affaire dont nous avons parlé, il ne me manque plus qu'un élément, mais je veux m'assurer de vous avoir bien compris. Vous me dites que nulle partie ne doit manquer si l'on veut obtenir les meilleurs effets, mais vous ne pouvez ignorer combien il est difficile d'être sûr de son fait. Ce me paraît un grand risque et un lourd fardeau que d'emporter le coffre entier, et en ville, c'est-à-dire dans les églises de Saint-Pierre, Saint-Paul, Sainte-Marie ou Christ Church. C'est presque impossible. Mais je sais en quoi celui que je fis revenir en octobre dernier était imparfait, et de combien de spécimens vivants vous dûtes user avant de trouver la juste méthode en 1766. Aussi me laisserai-je guider par vous en toutes choses.
J'attends avec impatience votre brique et demande chaque jour de ses nouvelles au quai de M. Biddle. » Une troisième lettre suspecte était écrite dans une langue et même un alphabet inconnu. Dans son journal découvert par Charles Ward, Smith donne la copie maladroite d'une unique combinaison de caractères maintes fois répétée, et les spécialistes de l'université Brown affirment qu'il s'agit d'un alphabet amharique ou abyssinien sans pour autant comprendre le mot. Aucune de ces missives ne fut jamais remise à Corwen, mais la disparition de Jedediah Horn à Salem, peu de temps après, montra que les conjurés de Providence avaient agi en toute discrétion. En outre, la Société historique de Pennsylvanie possède de curieuses lettres reçues par le docteur Shippen et portant sur un personnage malsain de Philadelphie. Mais des mesures plus décisives étaient dans l'air. Et c'est dans les secrètes réunions nocturnes de marins éprouvés et engagés sous serment et de vieux corsaires fidèles, réunions qui avaient lieu dans les entrepôts Brown, que nous devons chercher les principaux fruits des révélations de Whedon. Lentement mais sûrement, un plan de campagne se dessinait, qui ne laisserait pas subsister la moindre trace des néfastes mystères de Joseph Corwen. Ce dernier, malgré toutes les précautions, flairait apparemment un mauvais coup, car contrairement à son habitude, il avait désormais une mine soucieuse. On voyait à toute heure sa voiture en ville et sur Pawtuxet Road, et il perdait peu à peu l'air de cordialité qu'il affichait les derniers temps pour combattre les préjugés des citadins. Les plus proches voisins de sa ferme, les Fenner, remarquèrent une nuit dans le ciel un grand ray de lumière jaillissant de quelque ouverture dans le toit du mystérieux édifice de pierre, avec ses hautes fenêtres excessivement étroites. Ils rapportèrent aussitôt l'incident à John Brown de Providence. M. Brown, devenu le chef exécutif du groupe fermé qui avait décrété l'élimination de Corwen, avait estimé nécessaire d'informer les Fenner de l'imminence d'une intervention, jugeant qu'ils seraient forcément témoins de l'assaut final. Il avait expliqué l'action en disant que Corwen était connu comme espion des employés de la douane de Newport, contre lesquels s'insurgeaient ouvertement ou clandestinement tous les capitaines, marchands et fermiers de Providence. Il n'est pas certain que les voisins, qui avaient assisté à tant de bizarreries, aient tout à fait cru à la ruse. Quoi qu'il en soit, les Fenner ne demandaient qu'à attribuer tous les péchés à un homme aux manières si étranges. M. Brown les avait chargés de surveiller la ferme Corwen et de lui rapporter tout ce qui s'y passerait. La possibilité que Corwen soit sur ses gardes et tente des opérations inhabituelles, comme le suggérait le drôle de faisceau lumineux, précipita enfin l'action si soigneusement préparée par le groupe de citoyens déterminés. D'après le journal de Smith, une compagnie d'environ 100 hommes se réunit à 10 heures du soir, le vendredi 12 avril 1771, dans la grande salle de la taverne Thurston, à l'enseigne du Lion d'Or de Weybosset Point, de l'autre côté du pont. Parmi les notables du groupe originel, en plus du chef John Brown, était présent le docteur Bowen, équipé de sa trousse d'instruments médicaux, le président Manning, sans la gigantesque perruque, la plus grande des colonies, qui l'avait rendu célèbre, le gouverneur Hopkins, enveloppé dans sa cape sombre et accompagné de son frère marin, Isaac, qui l'avait mis dans la confidence avec l'autorisation des autres, John Carter, le capitaine Mathewson et le capitaine Whipple, qui devaient prendre le commandement de l'équipe d'assaut à proprement parler. Ces chefs conférèrent de leur côté dans une arrière-salle, puis le capitaine Whipple revint dans la salle principale donner à l'assemblée de matelots ses dernières instructions et une ultime bordée de jurons. Eleazar Smith, resté dans l'arrière-salle avec les chefs,
attendait l'arrivée d'Ezra Whedon, qui avait pour mission de surveiller Corwen et de signaler le départ de sa voiture pour la ferme. Vers 10h30, on entendit un gros grondement sur le grand pont, suivi d'un bruit de roues dans la rue, et à pareille heure, il était inutile d'attendre le rapport de Whedon pour savoir que le condamné venait de partir pour sa dernière nuit de sorcellerie impie. Quelques instants plus tard, alors que l'on entendait au bruit de plus en plus lointain que la voiture franchissait le pont de Muddy Dock, Whedon fit son apparition. Les hommes sortirent en bon ordre et en silence, et mirent à l'épaule les mousquets, fusils de chasse ou harpons à baleine qu'ils avaient emportés. Whedon et Smith étaient avec eux, et parmi les citoyens qui avaient tenu conseil, le capitaine Whipple, chef du groupe, le capitaine Isaac Hopkins, John Carter, le président Manning, le capitaine Mathewson et le docteur Bowen quittèrent la taverne pour participer à l'intervention, de même que Moses Brown qui, étant arrivé à la dernière minute, n'avait pas assisté à la réunion préliminaire dans l'établissement. Tous ces citoyens et leurs 100 matelots entamèrent leur longue marche sans plus attendre, déterminés mais aussi un peu inquiets lorsqu'ils laissèrent derrière eux le pont de Muddy Dock pour gravir la pente douce de Broad Street en direction de Pawtuxet Road. Juste après l'église d'Elder Snow, des hommes se retournèrent pour jeter un dernier regard à Providence, qui s'étendait sous les premières étoiles du printemps. Clochers et pignons dressaient leurs belles silhouettes sombres, et la brise salée soufflait doucement depuis la crique au nord du grand pont. Vega montait au-dessus de la grande colline, de l'autre côté de la rivière, colline dont la crête boisée était coupée par le toit de l'université inachevée. Au pied de l'éminence et le long des étroites ruelles qui escaladaient son flanc rêvait la vieille cité. Cette vieille Providence, pour la sécurité et la santé mentale de laquelle on allait éliminer ce si monstrueux et colossal blasphème. 1h15 plus tard, les hommes en armes arrivèrent, comme prévu, à la ferme Fenner, où on leur fit un dernier rapport sur leur future victime. Corwen était là depuis plus d'une demi-heure, et juste après son arrivée, l'étrange faisceau, une fois encore, avait jailli dans le ciel. Pourtant, la lumière était éteinte à toutes les fenêtres. Ces derniers temps, c'était toujours ainsi. À la seconde où l'on apprenait la nouvelle, une nouvelle lueur fulgurante monta au sud, et tous comprirent qu'ils se trouvaient vraiment sur le théâtre de prodiges aussi impressionnants que contre nature. Le capitaine Whipple ordonna aussitôt à ses troupes de se scinder en 3 groupes. L'un de 20 hommes sous le commandement d'Eleazar Smith devait gagner directement le rivage pour garder le débarcadère contre d'éventuels renforts ennemis, jusqu'à ce qu'un messager vienne les chercher en cas d'extrême urgence. Le deuxième de 20 hommes, sous les ordres du capitaine Isaac Hopkins, devait se glisser dans la vallée derrière la ferme Corwen afin de démolir à la hache ou à la poudre la porte en chêne sur la haute pente abrupte. Et le troisième encerclerait la maison et les bâtiments adjacents. Le capitaine Mathewson mènerait un tiers de ce dernier groupe au mystérieux édifice de pierre aux hautes fenêtres étroites. Le deuxième tiers suivrait le capitaine Whipple lui-même vers le corps de ferme, et le dernier cernerait l'ensemble des bâtiments dans l'attente d'un ultime signal d'alerte. Au premier coup de sifflet, le groupe de la rivière démolirait la porte de la butte, puis attendrait et capturerait tout ce qui pourrait s'échapper des tunnels. 2 coups de sifflet, et il entrerait pour affronter l'ennemi ou rejoindre le reste des assaillants. Le groupe chargé de l'édifice de pierre réagirait de la même manière à ces signaux. Il forcerait la porte au premier coup et au second s'engouffrerait dans tout passage souterrain éventuellement découvert pour se joindre à la bataille générale ou locale que les conjurés s'attendaient à mener dans les cavernes. Un dernier signal, d'urgence celui-ci, consistant en 3 coups de sifflet, rappellerait le groupe de réserve immédiate montant la garde autour du domaine. Ces 20 hommes se sépareraient équitablement pour pénétrer dans les profondeurs inconnues de la ferme et du bâtiment de pierre. Le capitaine Whipple croyait dur comme fer à l'existence de catacombes, au point qu'il n'avait pas prévu de plan de substitution. Il avait apporté un sifflet particulièrement puissant et strident,
et ne redoutait ni défaillance ni malentendu. L'ultime réserve du débarcadère, bien entendu, serait presque hors de portée du sifflet, d'où la nécessité d'un messager spécial en cas de besoin. Moses Brown et John Carter partiraient pour la rivière avec le capitaine Hopkins, pendant que le président Manning serait détaché auprès du capitaine Mathewson au bâtiment de pierre. Le docteur Bowen et Ezra Whedon resteraient avec le groupe du capitaine Whipple, qui devait prendre d'assaut la maison elle-même. L'attaque devait commencer sitôt qu'un messager du capitaine Hopkins aurait rejoint le capitaine Whipple pour lui confirmer que la troupe du débarcadère était prête. Le chef lancerait alors son coup de sifflet unique et puissant, et les différents groupes d'assaut déclencheraient simultanément la triple attaque. Peu avant 1 heure du matin, les 3 colonnes quittèrent la ferme Fenner. L'une pour monter la garde à l'appontement, une autre pour se rendre dans la vallée et gagner la porte de la berge, la dernière pour se scinder et s'occuper des bâtiments de la ferme Corwen. Eleazar Smith, qui accompagnait le groupe gardant la rive, rapporte dans son journal une marche sans incident, suivie d'une longue attente sur l'éminence au bord de la baie. Attente rompue par le signal lointain, puis de nouveau par un étrange mélange étouffé de rugissements et de cris, et par une détonation paraissant provenir de la même direction. Par la suite, un homme crut entendre des coups de feu au loin, et plus tard encore, Smith lui-même sentit, haut dans le ciel, la vibration de paroles titanesques et tonitruantes. C'est juste avant l'aube qu'apparut un unique messager hagard, les yeux fous, les vêtements imprégnés d'une odeur inconnue mais abominable. Il ordonna aux hommes du détachement de se disperser tranquillement et de rentrer chez eux, sans plus jamais penser ni faire allusion aux événements de la nuit, ni à celui que l'on avait appelé Joseph Corwen. Quelque chose dans l'attitude du messager s'avéra beaucoup plus convaincant que ses seules paroles auraient pu l'être. Car même si ce matelot était bien connu de presque tous les hommes présents, son âme avait quelque chose de plus ou de moins, un détail obscur qui ferait à tout jamais de lui un homme à part. Il en fut de même lorsque, plus tard, ils retrouvèrent d'autres anciens compagnons qui avaient pénétré dans la zone des horreurs. La plupart d'entre eux avaient perdu ou gagné quelque chose d'immesurable et d'indescriptible. Ce qu'ils avaient vu, entendu ou senti n'était pas pour les créatures humaines, et ils ne purent l'oublier. Jamais ils ne prirent part au bavardage, car même l'instinct du plus commun des mortels a de terribles limites. Et ce seul messager transmit aux gardes du rivage une terreur indicible qui scella presque leurs propres lèvres. Il n'y eut presque pas de fuite, et le journal d'Eleazar Smith est le seul témoignage écrit à avoir survécu de toute cette expédition qui avait quitté l'enseigne du Lion d'Or sous les étoiles. Charles Ward, cependant, découvrit d'autres allusions dans les lettres des Fenner qu'il découvrit à New London, où il savait qu'une autre branche de la famille avait vécu. Il semble que les Fenner, qui, de leur maison, voyaient au loin la ferme condamnée, avaient regardé partir les colonnes d'assaillants et entendu très nettement les aboiements furieux des chiens de Corwen, suivis du premier coup de sifflet strident qui déclencha l'assaut. Après quoi, le grand ray de lumière avait de nouveau jailli du bâtiment de pierre, et quelques instants plus tard, un rapide signal ayant ordonné l'invasion générale avait retenti les bavardages étouffés des mousquets, suivi d'un horrible rugissement que le correspondant Luke Fenner, dans sa lettre, décrivait par l'onomatopée « War, war ». Ce cri, toutefois, était d'une nature qu'on ne saurait rendre au moyen de l'écriture, et le correspondant précise que sa mère, en l'entendant, s'était évanouie. Il se répéta ensuite moins fort, et d'autres coups de feu plus étouffés se firent entendre, ainsi qu'une grosse explosion venant de la direction de la rivière. Environ 1 heure plus tard, tous les chiens se mirent à aboyer horriblement, et l'on perçut de vagues grondements souterrains si prononcés que les chandeliers vacillèrent sur la cheminée. Une forte odeur de soufre se répandit, et le père de Luke Fenner déclara avoir entendu le 3e signal, celui d'urgence, bien que les autres n'aient rien remarqué. Les tirs de mousquet reprirent au loin,
suivi d'un cri grave, moins perçant mais encore plus horrible que les précédents. Une sorte de toux guttural ou de gargouillis horriblement modulé, tenant davantage du cri par sa continuité et sa charge émotionnelle que par sa véritable teneur acoustique. Alors la chose enflammée apparut brusquement là où aurait dû se trouver la ferme Corwan, et des cris humains de désespoir et d'effroi retentirent. Les mousquets crachèrent éclairs et détonations, puis la créature de feu tomba au sol. Une autre fit son apparition, et l'on distingua nettement un cri d'origine humaine. Fenner écrit qu'il distingua même quelques mots éructés avec frénésie. « Tout-puissant, protège ton agneau !» Puis, après une nouvelle salve, la seconde créature flamboyante s'écroula. S'ensuivirent environ 3/4 d'heure de silence, au terme desquels le petit Arthur Fenner, frère de Luke, s'écria qu'il voyait au loin une brume rouge, monter de la maudite ferme vers les étoiles. Nul autre que l'enfant ne peut en témoigner, mais Luke admet l'existence d'une coïncidence significative avec l'effroi quasi convulsif qui, au même moment, arqua le dos et dressa les poils des 3 chats présents dans la pièce. 5 minutes plus tard, un vent glacé souffla, et l'air fut envahi par une puanteur si intolérable que seule la puissante fraîcheur de la mer put empêcher le groupe du rivage et les éventuels habitants éveillés de Pawtuxet de la remarquer. Nul chez les Fenner n'avait jamais senti pareil remugle, inspirant une sorte de vague crainte oppressante dépassant la peur de la tombe ou du charnier. Presque aussitôt retentit la terrible voix qu'aucun des malheureux présents n'oublierait jamais. Elle tonna dans le ciel telle la voix du destin, et les fenêtres tremblèrent pendant que s'éteignaient ses échos. Elle était profonde et mélodieuse, puissante comme les graves d'un orgue, mais aussi maléfique que les livres interdits des Arabes. Ce qu'elle dit, nul homme ne peut le répéter, car elle parlait dans une langue inconnue. Cependant, voici ce qu'écrivit Luke Fenner pour transcrire les démoniaques intonations. Des mes jezet bone dosefe duvema enitemos. Avant 1919, nul ne rattacha cette transcription approximative au moindre savoir humain, mais Charles Ward blêmit en reconnaissant ce que Pic de la Mirandole avait dénoncé en frémissant comme la plus abominable des incantations de magie noire. Un hurlement indéniablement humain ou un profond chœur de cris provenant de la ferme Corwan sembla répondre à ce prodige diabolique, après quoi la puanteur inconnue se compliqua d'une nouvelle odeur non moins insupportable. Un gémissement bien distinct dudit hurlement se fit entendre et se prolongea en une sorte de ululement montant et descendant spasmodiquement. Par instants, il devenait presque articulé, bien qu'aucun auditeur ne pût y déceler le moindre mot précis. À un moment, il parut se rapprocher d'un fou rire diabolique. Enfin, un cri d'absolue épouvante et de folie pure fut arraché à quantité de gorges humaines, un cri qui retentit haut et fort malgré les profondeurs d'où il devait jaillir. Après quoi les ténèbres et le silence régnèrent partout. Des spirales de fumée âcre montèrent et occultèrent les étoiles, bien qu'il n'y eût pas de flammes, et que l'on constata le lendemain qu'aucun bâtiment n'avait disparu ni n'était endommagé. Vers l'aube, 2 messagers effrayés aux vêtements imprégnés d'odeurs abominables et indéfinissables frappèrent à la porte des Fenner et demandèrent un tonnelet de rhum, qu'ils payèrent une fort belle somme. L'un d'eux dit à la famille que l'affaire Joseph Corwan était terminée et qu'il ne faudrait jamais plus évoquer les événements de la nuit. L'ordre pouvait certes sembler arrogant, mais l'aspect de celui qui le donna lui prêta une redoutable autorité et exclut tout ressentiment envers lui. Ainsi donc, seules les lettres discrètes de Luke Fenner, qu'il demanda instamment à son parent du Connecticut de détruire, permettent aujourd'hui de savoir ce que l'on vit et entendit. Le parent en question, en refusant d'obtempérer en brûlant les missives, a préservé l'affaire d'un oubli qui eût été souhaitable.
Charles Ward put ajouter un détail grâce à sa longue enquête auprès des habitants de Pawtuxet sur les traditions ancestrales. Le vieux Charles Slocum lui rapporta que son grand-père avait eu vent d'une rumeur insolite concernant la découverte d'un corps déformé et carbonisé dans les champs une semaine après l'annonce de la mort de Joseph Corwen. Si ladite rumeur perdura, c'est parce que ce cadavre, pour autant qu'on pouvait le dire, brûlé et tordu comme il l'était, n'était ni tout à fait humain, ni vraiment proche d'un quelconque animal que les gens de Pawtuxet auraient vu ou rencontré dans leur lecture. Jamais un seul des participants à cette terrible expédition ne se laissa convaincre d'en parler, et tous les débuts d'informations qui ont survécu proviennent de témoins extérieurs au groupe ayant pris part à l'assaut final. Le soin avec lequel les combattants détruisirent le moindre bout de papier comportant quelque allusion à l'affaire a quelque chose d'effrayant. 8 marins étaient morts, et bien que les familles n'aient jamais vu leur corps, elles se satisfirent de la déclaration selon laquelle une échauffourée avec les employés de la douane avait éclaté. La même déclaration s'appliquait aussi aux nombreuses blessures, toutes abondamment bandées et soignées par le docteur Jabez Bowen, qui avait fait partie de l'expédition. Toutefois, l'odeur innommable dont étaient imprégnés tous les assaillants fut plus difficile à expliquer, et l'on en parla pendant des semaines. Parmi les notables, le capitaine Whipple et Moses Brown furent les plus grièvement blessés, et les lettres de leurs femmes témoignent de la stupéfaction de ces dernières qui, lorsqu'elles voulaient changer leurs pansements, se heurtaient à des réticences et à de nets refus. Du point de vue psychologique, tous les participants étaient vieillis, mûris et ébranlés. Fort heureusement, ces gens étaient tous forts, des hommes d'action simples, pieux et conformistes. Car s'ils avaient été doués d'un esprit plus complexe et plus apte à une subtile introspection, cela se serait mal terminé pour eux. Le président Manning, pourtant le plus bouleversé, parvint à surmonter les pires ténèbres et à noyer ses souvenirs dans la prière. Chacun de ces notables eut un rôle important à jouer au cours des années suivantes, et c'est peut-être heureux. Un peu plus d'1 an après les événements, le capitaine Whipple mena les émeutiers qui brûlèrent le Gaspé, un navire de la douane, et l'on peut voir dans cet acte audacieux comme une étape dans l'occultation d'images malsaines. On remit à la veuve Joseph Corwen un cercueil de plomb scellé de forme étrange, manifestement trouvé pour la circonstance, en lui disant qu'il contenait le corps de son mari. On lui expliqua qu'il avait été tué dans une bataille avec la douane, à propos de laquelle il valait mieux ne pas donner de détails. En dehors de cela, nul ne parla jamais de la fin de Joseph Corwen, et la théorie qu'échafauda Charles Ward reposait sur un unique indice, extrêmement mince, qui tenait au trait tremblé soulignant un passage de la lettre confisquée de Jedediah Horn à Corwen et recopiée en partie de la main d'Ezra Whedon. Cette copie fut retrouvée en la possession des descendants de Smith, et l'on peut se demander si Whedon la donna à son compagnon quand tout fut terminé, comme un indice tacite sur l'étrange tournure des événements, ou bien, ce qui est plus probable, si Smith la possédait avant l'expédition, et souligna lui-même le texte après avoir habilement questionné son ami et croisé les informations avec les éléments que sa perspicacité lui avait permis de deviner. Le passage en question se limite à ceci. « Une fois encore, n'appelez rien que vous ne puissiez dominer. J'entends par là rien qui puisse à son tour appeler pour vous vaincre quelque chose qui rendrait inefficaces vos stratagèmes les plus puissants. Adressez-vous aux petits, de peur que les grands ne veuillent pas répondre et ordonnent à votre place. » À la lumière de ce passage et en pensant aux alliés inconcevables qu'un homme aux abois pourrait essayer d'appeler en dernière extrémité, Charles Ward se demanda peut-être si c'était bien un citoyen de Providence qui avait tué Joseph Corwen.
L'effacement délibéré de tous les souvenirs du mort dans la vie et les archives de la ville fut considérablement facilité par l'influence des notables qui avaient dirigé l'expédition. Tout d'abord, ils n'avaient pas eu l'intention d'aller si loin et avaient permis à la veuve, à son père et à son enfant d'ignorer ce qui s'était vraiment passé. Mais le capitaine Tillinghast, un homme astucieux, eut au fait de découvrir assez de rumeurs pour éprouver un sentiment d'horreur qui le poussa à exiger que sa fille et sa petite-fille changent de nom, que l'on brûle la bibliothèque et tous les documents restants, et que l'on efface à coups de ciseaux l'inscription sur la stèle en ardoise de Joseph Curwen. Il connaissait bien le capitaine Whipple, et du marin bourru tira sans doute plus de renseignements que quiconque concernant la fin du sorcier maudit. À compter de ce moment, on s'employa de plus en plus systématiquement à occulter le souvenir de Corwen, oblitération qui, d'un commun accord, alla même jusqu'à l'effacement des archives municipales et des dossiers de la Gazette. Dans l'esprit, on peut comparer cela à la loi du silence qui entoura le nom d'Oscar Wilde pendant la décennie suivant sa disgrâce. Quant à l'ampleur, le seul équivalent est le destin, dans le conte de Lord Dunsany, du roi pêcheur de Renazar, que les dieux condamnèrent non seulement à ne plus être, mais à n'avoir jamais été. Madame Tillinghast, comme on appela la veuve après 1772, vendit la maison d'Olney Court et habita avec son père à Powers Lane jusqu'à sa mort en 1817. La ferme de Pawtuxet, évitée de tous, fut des années durant laissée à l'abandon et tomba en ruine avec une rapidité déconcertante. En 1780, seuls les murs de pierre et de briques tenaient encore debout, et en 1800, il ne restait d'eux que des tas informes. Nul ne prit le risque de sonder, sur la berge de la rivière, la végétation dense derrière laquelle se cachait peut-être la porte de la colline, ni n'essaya de se représenter les lieux qui avaient vu Joseph Corwen quitter les horreurs qu'il avait créées. Seules des oreilles attentives entendirent parfois ce vieux dur de capitaine Whipple grommeler pour lui-même. « Au diable, ce... Mais qu'avait-il besoin d'hurler de rire ? C'est comme si ce maudit préparait un coup. Pour un peu, je la brûlerais, sa maison. »